Quand la pression monte, quand les enjeux deviennent vitaux, comment se prennent les décisions au cœur de la machine d'État? En janvier 2013, la France déclare la guerre aux djihadistes qui menacent de conquérir le Mali. Les liaisons dangereuses, le dilemme des otages, la pression des politiques, c'est cette histoire racontée de l'intérieur par les hommes et les femmes de l'ombre que vous allez découvrir tout de suite dans Cellules de crise. Le 11 janvier 2013, la France lance seule une offensive surprise au Mali. La France, à la demande du président du Mali, s'est engagée hier pour appuyer l'armée malienne face à l'agression terroriste qui menace toute l'Afrique de l'Ouest. Quand la France entre en guerre, quand une décision engage la vie de milliers de soldats contre un ennemi lointain, comment la machine d'État se met-elle en ordre de bataille? Le président a décidé qu'on allait y aller. Et il veut y aller vite, et il veut y aller fort. La justification de cette intervention, c'est la menace terroriste. Tout le pays risque de basculer aux mains des djihadistes. Au cœur des cellules de crise, nous allons vous raconter la diplomatie secrète, nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol. Les pressions des politiques sur les militaires. Les plus belles idées parisiennes se heurteront toujours à la réalité du terrain, et le terrain, là, c'était le sable. Les liaisons dangereuses de l'armée française sur le terrain. Toutes les bonnes volontés pour lutter contre les groupes armés terroristes sont les bienvenues. Les combats extrêmes face à un ennemi prêt à tout. Mais il y avait aussi des enfants soldats. Là, c'était un choc psychologique. La France a-t-elle rempli ses objectifs? Détruire les djihadistes dans leur sanctuaire, restaurer l'intégrité du Mali. Cellule de crise, Mali, les secrets d'une guerre contre le terrorisme. La première alerte est donnée à Creil, par des opérateurs de la très secrète direction du renseignement militaire. Sur leurs écrans, des balises localisent les téléphones satellites de chefs djihadistes au Mali, à 5000 km de là. Les cibles se savent écouter et communiquent au minimum. Mais la surveillance électromagnétique permet de suivre les déplacements de leur téléphone. Les renseignements français surveillent la montée en puissance des principaux leaders de 3 groupes terroristes, Ansar Dine, Aqmi et le Moudjahou. Ils sont membres d'Al-Qaïda, indépendantistes touaregs ou anciens combattants de Kadhafi. Ils vivent du trafic de drogue et des prises d'otages. Depuis début 2012, ils occupent la moitié nord du pays et imposent la charia. Ces images de destruction des mausolées de Tombouctou font le tour du monde. Ce message est envoyé à la France, aux États-Unis et à tous les pays de l'OTAN. Leur dire que les Moudjahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Pour la première fois, ces groupes jusque-là autonomes sont en train de s'allier. Ils sont estimés à plus de 1500 combattants.
Cédric Lewandowski centralise les informations des services de renseignement pour le ministre de la Défense. Tout un faisceau de présomptions nous permettent d'être tous les jours un peu plus convaincus qu'il se passe quelque chose et que ces mouvements-là, qui n'étaient pas censés dialoguer les uns avec les autres, sont en réalité en train de planifier quelque chose. Un Hercule C-130 des forces spéciales françaises est envoyé au-dessus du Mali. Il filme des mouvements de pick-up qui confirment les écoutes. Des combattants djihadistes convergent vers le sud, menaçant la capitale, Bamako. On a du renseignement avec des caméras au-dessus de cette colonne, relativement haut pour ne pas être visible du sol, et qui nous a permis de dire à nos autorités politiques et militaires, si on ne fait rien maintenant, il sera trop tard après. Le lendemain, les craintes se concrétisent. 70 pick-up djihadistes s'apprêtent à foncer sur le village de Konna. Pour la première fois, ils franchissent la frontière virtuelle entre le nord qu'ils occupent et le sud du pays. Ce même jour, dans le Loiret, François Hollande présente ses vœux aux militaires. Il se montre préoccupé par la crise au Mali. Le terrorisme, cette forme de barbarie qui a déclaré la guerre à toutes les civilisations, a pris racine dans le Sahel et dans le nord du Mali. Le Conseil de sécurité, à notre initiative... Mais le chef des armées réaffirme la ligne tenue depuis des mois. C'est à la communauté internationale d'intervenir. La France, avec l'Union européenne, participera à la formation des forces armées. À la fois celle du Mali et celle des Africains. Officiellement, la France n'interviendra pas à la place des Africains. Mais la position de François Hollande va évoluer en quelques heures. De retour à l'Élysée, il reçoit plusieurs coups de fil des autorités maliennes. Laurent Fabius est témoin d'une de ces conversations. J'ai le souvenir d'un coup de fil du président Traoré qui dit ceci. Monsieur le Président de la République, la France est le seul pays qui dispose de forces capables de nous défendre. Et donc je vous demande d'intervenir parce que non seulement je serai mort, mais les terroristes auront pris le contrôle du Mali. Hélène Le Gall est à la tête de la cellule Afrique de l'Élysée. Depuis des mois, le président prépare avec les chefs d'État de la région une force africaine, mais il faut du temps. Ce qui va se passer sur le terrain, le regroupement de tous ces djihadistes, en fait, va précipiter les choses et va obliger à une intervention beaucoup plus rapide, beaucoup plus robuste. Et ça, seul un pays comme la France pouvait le faire. Dans le plus grand secret, l'Élysée commence à négocier les conditions d'une intervention militaire. Pour qu'elle soit légale, François Hollande demande une invitation écrite des Maliens. Une première lettre arrive à l'Élysée, par télégramme diplomatique crypté. Mais elle ne convient pas. Cette lettre du président malien Traoré, la voici, elle ne fait pas référence à l'ONU. Oui, et c'est un problème parce que la France veut absolument intervenir dans le cadre de la légalité internationale. Et pour ça, elle a besoin que les Maliens adressent aussi leur appel à l'aide à l'ONU. Et il y a une autre difficulté sur cette lettre, elle est trop précise. Elle fait référence à une intervention aérienne immédiate. Or, le 9 janvier, la France est convaincue qu'elle devra intervenir au sol parce qu'elle pense que l'armée malienne en pleine débâcle n'est pas capable de faire face à l'avancée des pick-up djihadistes. Et donc cette lettre limiterait la marge de manœuvre de l'armée française. Cette lettre demandait une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne.
nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol, parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes au sol. Et du coup, Traoré demande un appui aérien dans sa première lettre. Il pense que ça va suffire pour stopper l'avancée des djihadistes. Et deuxièmement, il est, je pense, assez réticent aussi à une intervention militaire complète sur le sol malien. Et Dioncounda Traoré et les autorités maliennes sont assez crispés sur ce sujet-là. Les conseillers ministériels français planchent sur les modifications qu'ils vont demander aux Maliens. En fait, on leur donne les termes de la lettre qui nous conviendraient et on échange avec les autorités maliennes qui nous refont une lettre dans la même journée où le Mali demande officiellement le soutien militaire de la France. Ces tractations diplomatiques restent secrètes. Publiquement, il n'est toujours pas question de lancer une action militaire au Mali. Pourtant, ce même jour, à l'hôtel de Brienne, le ministère de la Défense est convaincu que la France doit intervenir de toute urgence. Ce jour-là, nous savons que le chef du Mudjao, l'un des 3 mouvements, annonce à ses troupes « Préparez-vous mes frères, nous allons attaquer ». Imaginez qu'Al-Qaïda prenne le contrôle du Mali, dispose d'un État en soi, s'installe, ça veut dire avoir une base arrière, installer des usines de fabrication d'armement. S'il prenait le contrôle d'un État, alors c'était une déstabilisation de l'ensemble du Sahel et donc un véritable danger pour la France et pour l'Europe. La France redoute la création au Sahel d'un sanctuaire terroriste, d'un Sahélistan, à l'image de ce qui s'est passé quelques années plus tard en Irak ou en Syrie avec le groupe État islamique. C'est l'enjeu central. Mais est-ce qu'il y a d'autres intérêts pour Paris à intervenir, politique ou économique? Alors la France n'a pas vraiment d'intérêt au Mali. Elle ne participe pas à l'extraction de l'or malien, qui est la principale ressource du pays. Et ailleurs? En revanche, oui, elle en a au Niger voisin, juste à côté du Mali, car le Niger fournit 30% de l'uranium consommé par les centrales nucléaires françaises. C'est vital. C'est absolument stratégique de protéger ses approvisionnements de la menace terroriste. Dans le village de Konna, des combats opposent les djihadistes à l'armée malienne depuis la veille. La centaine de soldats maliens ne tient plus que la préfecture et 2 checkpoints. Le commandant Abbas Dembélé est à leur tête. En face de nous, les véhicules qui débarquaient des djihadistes qui tentaient de monter à l'assaut sur nos différentes positions. Le checkpoint sur l'axe de Tombouctou avait été détruit. Le checkpoint principal qui avait pu tenir et qui repoussait même l'ennemi risquait de prendre l'attaque dans son dos pour ne pas laisser les hommes à la boucherie. J'ai évalué un peu le risque. J'ai dit stop. Il fallait se replier sur une autre ligne en arrière et réorganiser ses forces. Après 2 jours de combat, les soldats maliens se replient. Les djihadistes prennent possession du village de Konna. Ils filment leur entrée victorieuse dans la ville. Ils s'emparent des armes, des munitions, des blindés abandonnés par l'armée malienne. À Paris, au ministère de la Défense, les informations sur la débâcle de Konna remontent en temps réel. La France n'est pas encore en guerre. Pourtant, le patron des forces spéciales donne l'ordre à ses hommes installés au Burkina Faso de partir pour Mopti Sévaré, une grande ville proche de Konna. On a envoyé des reconnaissances, parce qu'on ne s'engage jamais sans reconnaissance, sans renseignement. Quelques 20 à 30 bonhommes sur l'aéroport de Mopti Sévaré, avec de quoi se défendre et de quoi tenir quelques jours. Qui tient l'aéroport, tient la ville. Les forces spéciales aménagent leur poste de commandement à l'intérieur de ce bâtiment. Là, on a un appui conséquent. C'est un démultiplicateur de force. Leur nombre importe peu, mais chacun des éléments de cette force a plusieurs capacités. Ce n'est pas des soldats ordinaires. Ces hommes des forces spéciales
interviennent pour des missions délicates, sur des terrains où la France n'est pas présente officiellement. Ils opèrent discrètement depuis 4 ans, dans la région du Sahel. Sur place, ils s'appuient sur le responsable de l'aéroport. Ils sont venus, ils me disent, bon, ne courez pas des journalistes, pas d'autres personnes. Nous, c'est toi seul qu'on reconnaît à l'aéroport. N'importe quelle personne qui doit rentrer doit passer par toi et tu nous informes. La nuit tombée, des renforts continuent d'arriver. Une centaine d'hommes qui ne passent pas inaperçus. Officiellement, la France n'est pas en guerre. Des journalistes pourraient poser des questions. À Bamako, l'ambassadeur de France anticipe les fuites. Dans l'urgence, je sollicite de Paris des éléments de langage. Qu'est-ce qu'on doit dire aux médias qui vont, à la population, qui vont bien s'apercevoir qu'un avion militaire français s'est posé sur le sol malien et d'un commun accord avec les Maliens, on dit voilà, reprise de la coopération. Dans la nuit, l'Élysée obtient un ultime feu vert. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à aider l'armée malienne. La France a un cadre légal, des forces sur place. Elle peut intervenir. Le président Hollande présente ses vœux au corps diplomatique. Monsieur le Président de la République. La veille, il affirmait encore que la France n'interviendrait pas au Mali. Cette fois, il prend tout le monde de court. Nous sommes face à une agression caractérisée. J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes. François Hollande convoque à l'Élysée les chefs militaires, les patrons des services, des conseillers et ses principaux ministres. D'autres avoir d'échec. Un conseil de défense restreint qui se tient dans le Salon Vert. La conviction du président est faite depuis 2 jours. Mais officiellement, c'est lors de ce conseil qu'il prend sa décision. Quand des décisions aussi importantes sont prises, il faut qu'il y ait une formalisation. Il n'y avait pas de suspense. La décision devait être prise. Dès la fin du Conseil de défense, le chef d'état-major des armées rejoint un bunker enfoui sous le boulevard Saint-Germain. Le CPCO, le Centre de planification et de conduite des opérations, va mettre en œuvre les ordres de François Hollande. Le président a décidé qu'on allait y aller. Voilà. Et il veut y aller vite, et il veut y aller fort. On est vraiment là dans l'opération coup de poing qui vise à donner un signal extrêmement fort à la fois à la communauté internationale et à la fois à l'ennemi que la fête est finie et que l'engagement de la France va être extrêmement fort et brutal. Dans la cellule de crise, une trentaine d'officiers de tous les corps d'armée, des agents du renseignement et des forces spéciales. Ils planifient les opérations en amont et les suivent en temps réel. Respect, mon général. Voilà, je vous appelle pour le capitaine de vaisseau Pierre Vendier déroule immédiatement un scénario mis sur pied depuis des mois. On avait dans notre coffre une sorte de liste de courses en se disant si la guerre commence, voilà ce qu'il faut faire. Par exemple, comment utiliser les troupes qui sont en Côte d'Ivoire. Et donc on connaissait parfaitement le délai qu'il fallait pour les troupes en Côte d'Ivoire pour aller au Mali. Une fois que le SEMA dit on y va, je sors ma liste de courses, je réunis mon équipe et je leur dis ok, c'est parti. La cellule de crise mobilise les bases françaises d'Afrique de l'Ouest. À N'Djamena, une unité de 50 hommes reçoit l'ordre de partir en urgence pour le Mali. Le colonel Paul dirige le détachement. C'est à la fois une surprise parce que on ne s'attendait pas à intervenir
sur le Mali. Le président avait dit qu'il ne comptait pas déployer des forces au Mali. En même temps, un certain enthousiasme d'avoir été choisi pour faire partie de cette aventure. Les chefs de l'état-major doivent trouver un nom à cette opération. Ils pensent d'abord à Cimetière, un sabre touareg. Mais si l'armée s'enlise, le jeu de mots cimetière serait trop facile. Ils trouvent finalement la solution sur Wikipédia. Ce sera Serval. Les forces spéciales sont pour l'instant les seules en mesure de mener les combats. Elles reçoivent l'ordre de bombarder les pick-up djihadistes qui se rapprochent de Mopti Sévaré. À ce moment-là, le moyen le plus efficace et le plus rapide, c'est d'utiliser les hélicoptères de combat, en l'occurrence des gazelles qui étaient celles que nous avions sur place, équipées d'un côté d'une mitrailleuse et de l'autre côté de missiles anti-chars, qui sont allés en vol, je vais dire, au contact de cette colonne de djihadistes. Moins de 2h30 après la fin du Conseil de défense, 2 gazelles décollent de Mopti Sévaré. Dans chaque appareil, 2 hommes du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales de Pau. Le terrain est plat. Les gazelles ne peuvent pas utiliser le relief pour approcher discrètement. Une caméra embarquée dans l'un des appareils a filmé l'intervention. La gazelle ouvre le feu sur une cible au sol. Sous le nuage de poussière, l'ennemi est détruit. Mais des djihadistes dissimulés sous les acacias répliquent. Les 2 hélicoptères sont touchés. La première gazelle doit se poser en urgence. Un soldat est blessé. L'équipage sera récupéré, l'engin brûlé par les Français. Je préfère détruire la gazelle définitivement de façon à ce qu'elle ne puisse pas être utilisée en termes de propagande contre nous. Pour dire, regardez, c'est un hélicoptère français, c'est nous qui l'avons détruit. L'autre appareil reprend la direction de l'aéroport. Mais à bord, le lieutenant Damien Boiteux est gravement blessé à l'aine. Le soldat a perdu énormément de sang quand la gazelle atterrit à Mopti Sévaré. Le chef du contingent de force spéciale me dit ah, Doucouré, tu viens vite. Ils sont venus avec un blessé grave. C'était horrible à voir, vraiment. 4h30 après la décision du président Hollande, le premier soldat français décède. Je l'ai mis dans mon bureau, qui était à côté, climatisé. À 21h15, il y a un Cessna qui vient d'embarquer le corps et le blessé. Il avait un décollé de Mopti vers 21h30 de Paris. Après les hélicoptères, des Mirage 2000 de l'armée de l'air entrent en action. Ils vont lâcher leurs bombes sur les positions ennemies autour de Konna. Dès la fin de la première journée, l'offensive des djihadistes est stoppée. Au premier soir de l'intervention, la colonne est donc stoppée, mais pourquoi envoyer des gazelles, ces vieux hélicoptères, pas blindés, qui doivent voler bas pour tirer et qui sont donc plus vulnérables? On n'est pas les seuls à se poser cette question. Les parlementaires membres de la commission de la défense ont élaboré ce rapport sur l'opération Serval. Et dans ce rapport, ils soulignent la vulnérabilité intrinsèque des gazelles. Et quelle est la réponse de l'armée? Eh bien, le général Gomard, qui est le patron des forces spéciales, lui, il assume son choix.
Pour lui, c'est l'urgence qui prime. Il faut arrêter les djihadistes le plus rapidement possible. Et ces gazelles qui sont positionnées au Burkina Faso sont à seulement 2h30 de Konna. Mais en fait, il y avait une autre possibilité parce qu'en 2013, la France dispose de Mirage 2000 qui sont basés au Tchad. Ces engins volent beaucoup plus haut et plus vite que les gazelles des forces spéciales et hors de portée des tirs des djihadistes. Alors, ces Mirages pouvaient intervenir en 3h30 à Konna. 3h30 donc pour les Mirages, 2h30 pour les gazelles. La question se pose et même des militaires se la posent bien sûr hors caméra. Était-on vraiment à 1 heure près pour frapper les colonnes de djihadistes? Oui, et puis il y a une autre différence entre les chasseurs de l'armée de l'air et les hélicoptères des forces spéciales. Les forces spéciales, elles peuvent engager le combat dans la plus grande discrétion. Elles n'ont pas besoin que la France soit officiellement engagée dans un conflit, comme elles le font aujourd'hui en Libye, en Irak ou en Syrie. C'est l'autre interrogation de cette première journée. À quelle heure ont vraiment commencé les frappes? Pour l'armée française, c'est clair, elles ont débuté dans l'après-midi, mais vous êtes allé sur le terrain et vous avez entendu une autre version. Oui, à Konna, des habitants nous racontent que les frappes françaises auraient débuté dès le matin du vendredi 11 janvier. Drissa Maïga est agriculteur à Konna. Le matin du 11 janvier, alors que la France n'est pas entrée en guerre, il profite d'une accalmie dans les combats entre djihadistes et armées maliennes pour aller vérifier ses cultures. Il est à 300 mètres de sa maison quand il aperçoit un hélicoptère.